Madame Anne Fraisse, présidente de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, Monsieur Sébastien Coq, adjoint au maire de la ville de Montpellier, président de la métropole Michael Delafosse, Madame Claire Hart, présidente de la Maison des Relations Internationales, Madame Clémentine Papa, directrice de cette même Maison des Relations Internationales. Chers amis, l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin de Montpellier est heureux et honoré de s'associer à l'équipe de recherche Processus génocidaire, génocide et prévention pour la conférence annuelle Raphaël Lemkin à Montpellier dans le cadre de la 30e commémoration du génocide des Tutsis, 94-2024, connaissance et reconnaissance de l'histoire du passé au présent avec l'association Ibuka France. Le 7 avril 2024, dans 2 jours, marquera la 30e commémoration du déclenchement à Kigali et très vite dans tout le territoire rwandais du génocide perpétré contre les Tutsis et les démocrates Hutus. Vous n'êtes pas sans savoir que plus d'1 million d'êtres humains seront massacrés avec une cruauté qui défiera l'entendement durant 100 jours au milieu d'un abandon coupable de la communauté internationale pourtant informée, et notamment de la France, massivement présente au Rwanda entre 1990 et 1993. L'opération Turquoise, qu'elle déclenche le 22 juin 1994, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est pensée par certains comme un coup d'arrêt à l'avancée du Front patriotique rwandais. Elle n'est pas destinée à l'origine à arrêter le génocide des Tutsis, elle a seulement pour objectif d'empêcher la poursuite de massacres jugés indifférenciés. Privilégiant la mission sur les ordres, des forces militaires sur le terrain reconnaissent la situation de génocide et s'efforcent de protéger les derniers rescapés Tutsis. La communication du président de l'époque, François Mitterrand, rejette toute responsabilité de la France dans la catastrophe et ignore le fait du génocide, comme dans le discours de Biarritz du 8 novembre 1994. Ce dogme d'État, contraire à la vérité historique, dégradant la mémoire et la dignité des victimes, s'impose jusqu'au tournant de connaissance de 2021, suivi de l'avènement d'un lien fort avec le Rwanda. Dans les 2 pays se tiennent pour la 30e commémoration des rencontres de mémoire, d'histoire et de recherche commune, afin que la connaissance se transmette et agisse. Vincent Duclerc, qui devait initialement être des nôtres, est en effet à Kigali en ce moment même. Donc un programme de 5 rencontres en France, dont Montpellier. Il émane de l'équipe de recherche R, Processus génocidaire, génocide et prévention, en association, je le disais, avec Ibuka France, l'École normale supérieure, la Maison d'Amérique latine, l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, l'Université Paul Valéry, l'ambassade de France à Kigali, la mairie du 3e arrondissement de Paris. Les organisateurs se sont efforcés d'ouvrir largement le spectre des recherches et des chercheurs. Plusieurs de ces derniers n'ont pu répondre au présent par suite de déplacements à l'étranger ou au Rwanda, donc pour le 30e anniversaire. Ces initiatives de recherche, de transmission de connaissances portent sur l'étude renouvelée du génocide des Tutsis, ses causes, son déroulement, ses conséquences qui appartiennent à notre contemporain. L'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, dont je suis le directeur, dont la vocation première est l'histoire et la civilisation du judaïsme et des monothéismes qui en sont issus, le dialogue interreligieux et la valorisation du patrimoine montpelliérain et occitan hébraïque médiéval, un patrimoine de tout premier plan, a souvent programmé des manifestations, conférences, rencontres, colloques, séminaires autour des génocides, et notamment celui de la Shoah. J'y suis particulièrement attaché, d'une part pour avoir perdu une partie de ma famille dans le génocide juif, d'autre part pour avoir soutenu un doctorat sur Vichy et les Juifs, l'exemple de l'héros, et enfin en tant que délégué régional du Comité français pour y attacher. L'Institut donc n'a de cesse que de conjuguer devoirs de mémoire et d'histoire, mais dans une perspective plurielle. La collaboration de ce soir s'inscrit donc dans cette impérieuse mission que s'est fixée l'Institut. Le XXe siècle a connu plusieurs génocides, le dernier en date étant donc celui du Rwanda. Il importe d'affermir et de transmettre la connaissance historique. Les différentes communications de ce soir vont s'attacher à mieux cerner la spécificité du génocide rwandais. Interviendront donc tour à tour ce soir Marcel Kabanda, ici présent, qui est docteur en histoire et président d'Ibuka France pour la racialisation, arme des génocidaires, l'exemple du génocide des Tutsis,
À ses côtés, Chantal Morel, qui est docteur en histoire, professeur honoraire, et qui traitera, quant à elle, de l'engagement de la société française, Jean Carbonard et le devoir d'agir. Et enfin, Annie Cassot, docteur en études théâtrales, professeur agrégé à l'université Paul Valéry. Avant la conclusion, au cours de laquelle messieurs Soriano et Coq prononceront un discours. Se souvenir du passé pour forger l'avenir, commémorer et enseigner, maintenir des politiques commémoratives efficaces, préserver des sites historiques, promouvoir l'éducation, la documentation et la recherche. Cette responsabilité, implique de faire connaître les causes, les conséquences et la dynamique de ces crimes afin de renforcer la résilience des jeunes face aux idéologies de la haine. Tirer les leçons des génocides, et le XXe, hélas, nous en offre un triste spectacle, lutter contre l'obscurantisme et les dérives raciales. Les paroles éclairées de ce soir vont certainement nous y aider. Réaffirmer notre humanité. L'humanité n'est pas une valeur, l'humanité est un fait qui inclut aussi la monstruosité et la barbarie, la banalité du meurtre. L'oubli, c'est l'exil, mais la mémoire est le secret de la délivrance, disait le Baal Shem Tov, grande figure juive raciste. La mémoire a donc de l'avenir. Je vous remercie. Bonjour à tous. Même si ma journée n'est pas finie et qu'il me va falloir partir, je tenais à être là pour vous dire quelques mots. Alors bien sûr, pas en spécialiste de cette période. Période quand même que, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai vécu en tant qu'adulte, puisque ces événements que nous commémorons aujourd'hui sont à mémoire humaine encore. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre nous ont eu l'expérience, une expérience évidemment partielle, mais de ces événements, de ce qu'on pouvait en dire, sentir aussi le décalage qu'il y avait entre un déni gouvernemental et puis les nouvelles qu'on avait de ces pays-là, sans obligatoirement tout comprendre, mais en ayant déjà cette conscience et puis l'idée, cette sorte de sidération qui dit mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de mon vivant? On a toujours l'impression que ce type d'événement, c'est du passé, c'est quelque chose qui n'arrivera plus. La der des der, comme disaient certains pour la Première Guerre mondiale, et on se dit un peu la même chose. Un génocide, avec les connaissances qu'on a, ce n'est plus possible. Eh bien, la réalité nous montre que si, c'est possible. Donc, les quelques mots que je voulais vous dire, c'est en tant que président de l'Université de Lettres et Sciences Humaines. Parce que le professeur de latin que je suis et la présidente de l'université de l'LASHS entend souvent, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert l'histoire finalement? À quoi ça sert de ressasser le passé? Et on nous dit également aussi, maintenant tout le monde sait que les leçons de l'histoire, c'est une expression qu'on utilisait beaucoup autrefois, auquel les Romains en particulier croyaient que ce processus, que la connaissance, Cicéron disait même, celui qui ne connaît pas l'histoire restera toujours un enfant. Donc les Romains avaient cette conscience que l'histoire a un sens et un rôle d'éducation à jouer. Il y a eu d'autres courants qui disaient non, les leçons de l'histoire, ça n'existe pas. Et parfois, quand on voit ce qui se passe, on peut se dire au quotidien, est-ce que l'homme est susceptible d'apprendre et de tirer quelque chose des erreurs qu'il a faites, puisqu'on voit revenir de façon presque cyclique des événements qui ne font pas honneur à l'humanité, dont vous avez raison, elle peut comporter aussi monstruosité et barbarie. Mais je crois que cette vision pessimiste, en tant qu'enseignants et chercheurs, nous ne devons pas l'avoir. Et je dis devons au sens de devoir, c'est-à-dire que c'est notre devoir, en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants, d'affirmer que l'histoire a un sens, que
que la mémoire est quelque chose qui doit être transmis, parce que ne pas transmettre cela, c'est accepter le déni, c'est accepter l'oubli, et que les jeunes ont besoin que nous leur transmettions avec un certain nombre de valeurs que j'espère que mon université porte haut et défend, a besoin de cette connaissance et du travail que nous pouvons faire sur ce passé, en l'analysant, en montrant aussi les mécanismes qui déclenchent justement ces situations-là, en refusant justement le déni et en essayant d'avoir un rôle. Et c'est l'espoir, comme vous l'avez dit, la mémoire c'est le futur. La mémoire c'est ce qui nous permet d'avancer et de transformer quelque chose. Et je crois que c'est extrêmement important de croire à cela, et c'est même la mission première des enseignants et des chercheurs que nous sommes. Donc je vous souhaite une bonne commémoration et de justement transmettre cette mémoire si importante pour l'avenir. Merci beaucoup Madame la Présidente. Pour clôturer ces mots d'introduction et avant de passer la parole à nos conférenciers, Madame Annie Cassot va lire un mot de Monsieur Vincent Duclerc de l'équipe de recherche processus génocidaire, génocide et prévention qui devait être avec nous ce soir mais qui a été invité au dernier moment à Kigali pour les commémorations et s'excuse auprès de tous. Merci. Du professeur Vincent Duclerc pour l'équipe de recherche RE France, processus génocidaire, génocide et prévention, co-organisatrice de cet événement. Madame la présidente de l'Université Paul Valéry, chère Anne Fraisse, monsieur le maire adjoint de Montpellier, cher Sébastien, monsieur le directeur de l'Institut Maïmonide à Véro-Est Thomas d'Aquin, cher Michael, je suis infiniment désolée de ne pouvoir participer à cette première conférence Raphaël Lemkin de l'Institut universitaire Maïmonide et de l'équipe de recherche génocide et processus génocidaire et prévention en association cette année avec Ibuka France et l'Université Paul Valéry. Il s'est avéré impossible pour moi et pour l'équipe de chercheurs de la commission Rwanda que j'ai dirigée de ne pas être présent à Kigali pour la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. L'attachement au rapport dit Duclerc des universitaires au Rwanda avec lesquels nous avons organisé un grand colloque en 2 sessions, Rwanda 2022 et Paris 2023, et au-delà, l'attachement de la société rwandaise à ce rapport fait qu'une absence de ma part au Rwanda aurait été ressentie comme un abandon cruel, comme un renoncement à l'œuvre commune engagée. Je pars à Kigali en tant que chercheur indépendant, en dehors de toute délégation, à mes frais et au titre de notre rapport de la recherche. Mon avion décollant aux aurores demain matin, j'ai été contraint cette fin d'après-midi de prendre le dernier train pour Paris et prie de m'excuser. J'ai pu tout de même exposer le sujet devant les élèves de terminale du lycée Joffre, bien connu de Sébastien. L'échange a été passionné et la jeunesse se mobilise pour la connaissance la plus exacte et la plus exigeante avec leurs professeurs que je remercie de leur engagement de tout temps. Je sais que cette conférence a été très bien organisée, qu'elle va être passionnante et inspirante pour signifier que les génocides ne parviennent pas à leur fin, d'arrêter la pensée, pour engager cette dernière à se remettre en marche avec détermination, avec une collectivité de chercheurs, de professeurs, de créateurs, d'artistes, avec le soutien des pouvoirs publics, des plus hautes autorités. On sera attentif au discours vidéo du président Emmanuel Macron ce dimanche 7 avril au matin. Avec le soutien des collectivités territoriales, que je salue pour l'action conduite ici à Montpellier et sur la métropole. Une stèle du souvenir sera bientôt inaugurée. Michael de la Fosse y a personnellement veillé. C'est d'autant plus exemplaire que tous les socialistes ne font pas preuve de courage sur le sujet de la France et du génocide des Tutsis. Ma collègue et amie, Annie Cassot, je me dédouble, a particulièrement veillé à l'organisation de cette conférence avec Michael Yankou
qui en a accueilli immédiatement le projet avec beaucoup de générosité. Je lui suis très reconnaissant, comme je remercie vivement Annick pour cet aboutissement et pour notre travail commun, afin d'ancrer les avancées des savoirs, de la recherche dans les actions pérennes, comme celle qui se réalise ce soir à l'Institut Maïmonide. J'accorde à cette première conférence un grand prix, parce que c'est le début d'une aventure commune de la connaissance. Cette conférence devant se répéter désormais chaque année à Montpellier sous l'égide de nos deux institutions, Institut universitaire Maïmonide à l'Ouest Madaquin et l'équipe de recherche génocide et processus génocidaires et prévention. La conférence de ce soir s'ancre sur la session de Paris du colloque international déjà mentionné, qui a pu se déployer un même commencement du soir dans le cadre d'une conférence assez exceptionnelle, il faut le dire, inaugurale, dans la nef du Panthéon, sur le droit pénal international et le génocide des Tutsis. Les actes de la conférence du Panthéon viennent aujourd'hui même d'être publiés sur le site de la revue des droits et libertés fondamentaux. Notre conférence, l'EMKIN de ce soir, a commencé en réalité ce jour du 12 septembre 2023 au Panthéon, et je suis heureux que désormais cette conférence l'EMKIN s'installe à Montpellier, une ville à rayonnement régional, national, international, cité de la connaissance, des arts et des lettres, qui n'oublie rien des exigences présentes de la démocratie républicaine chère à Jaurès. Montpellier, où je compte de nombreux amis, où habite une partie de ma famille proche, où je me souviens très précisément à l'automne 1985, déjà jeune professeur, avoir révisé les programmes de l'agrégation dans le petit studio de ma sœur Frédérique, qu'elle m'avait gentiment prêté pour les vacances de la lycée. J'accorde aussi et fondamentalement un grand prix à la conférence de ce soir, car les exposés qui vont se succéder et qui associent les trois termes clés, génocide, processus génocidaire et prévention, montrent qu'un génocide ne se résume pas à sa seule phase paroxystique. J'emploie plutôt le terme de phase paroxysmique, même si j'adapte ici la langue française. Cette phase, 1915-1917, aboutissant à l'extermination massive des Arméniens de l'Empire ottoman. 1940-1944, pour celle des Juifs d'Europe. Le 7 avril, 4 juillet 1994, pour celle des Tutsis du Rwanda. N'est possible que parce qu'il y a eu une préparation lente, méthodique, implacable, ce qu'on appelle le processus génocidaire sur lequel a beaucoup insisté le rapport de la mission 2017-2018 d'études en France sur la recherche et l'enseignement des génocides et crimes de masse, mission qui était dirigée donc par Vincent Duclerc. C'est ce processus génocidaire que je me suis efforcée de réexaminer dans mon ouvrage de 2024 qui porte le titre « La France face au génocide des Tutsis ». Parce que l'information sur ce processus est disponible dans les archives françaises d'État et dont le pouvoir en charge du Rwanda, en 1990 et 1995, la présidence de François Mitterrand n'a rien fait à ignorer volontairement toutes ces alertes. Ces autorités françaises n'ont pas eu la volonté d'arrêter le génocide alors qu'elles disposaient de tous les moyens pour le faire. C'est le sens hier de mes premières déclarations. C'est le sens hier des premières déclarations d'Emmanuel Macron avant celle du 7 avril, dont on peut apprécier déjà selon moi la lucidité et le courage. Aucun de ses prédécesseurs n'avait voulu reconnaître et dire la vérité sur ses possibilités, ses responsabilités lourdes et accablantes du pouvoir français dans le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Ramener le processus génocidaire dans l'examen des génocides, du fait génocidaire, ouvre d'importantes perspectives de compréhension et de prévention. Un génocide existe dès l'engrenage du processus. Raphaël Lemkin, l'auteur principal du texte de la Convention du 9 décembre 1948, l'ayant bien explicité dans l'article 2. Alors, je cite l'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, qui est entré en vigueur le 12 janvier 1951. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Petit a, meurtre de membres du groupe.
Petit b, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Petit c, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Petit d, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe. Petit e, transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe. La mention tout ou en partie est cruciale. Le crime commence dès la préparation, voire dès l'intention. Elle souligne en conséquence que le constat d'un processus génocidaire autorise, exige même d'agir, de réprimer, avant que le crime ne soit commis dans son entièreté. Cette disposition méconnue, comme le sont les processus génocidaires, ouvre des horizons majeurs à la prévention des génocides. Et pour cela, devront exister à l'avenir plus d'outils de connaissances partagées et publiques. C'est le sens que je donne particulièrement à la conférence qui s'ouvre ce soir. Nous voici déjà au cœur de la réflexion et c'est très bien ainsi. Je vous souhaite une soirée à la hauteur de vos attentes qui sont grandes. Je vous remercie. Vincent Duclerc.